Dans ce nouvel épisode, enregistré avec l'inspirant Arnaud Rio, nous allons parler des rituels. Depuis la nuit des temps, les rituels sont pratiqués par les hommes quelle que soit leur origine et leur culture. Arnaud Rio cite d'ailleurs dans son livre intitulé La puissance des rituels ceci: pour que notre vie ait du sens, pour réaliser l'impact d'un événement, nous avons besoin de l'inscrire dans le temps et dans l'espace. À ce jour, ces rituels se perdent dans nos civilisations modernes qui sont plutôt en quête de performance, d'acquisition matérielle et en perte de sens. Nous verrons que les premiers hommes ont eu besoin de sacraliser la mort, tout comme les animaux. Nous honorons la vie comme nous honorons la mort depuis des siècles et des siècles. Au travers de cette interview, nous parlerons de cet outil merveilleux qu'est le rituel s'il est utilisé en conscience et avec intention particulière. Mais nous parlerons aussi de la nécessité d'une alliance entre médecine moderne et traditionnelle, de la pacification de nos relations en passant par l'amour de soi et des autres. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager l'interview à un ami, un membre de votre famille ou collègue si vous pensez que ça peut aider. Et à noter le podcast pour nous soutenir. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter pour ne rien louper et rejoindre notre tribu sur Tipeee. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'être aux côtés d'Arnaud Rio. Bonjour Arnaud. Bonjour. Comment ça va ce matin? Moi ça va bien parce que je l'ai décidé. En tout cas, Arnaud, je t'ai rencontré justement à Paris pour justement l'inauguration de ton ouvrage La puissance des rituels que je vais montrer à l'écran pour ceux qui regardent la vidéo. La puissance des rituels, intégrer le sacré dans votre quotidien, présenté aux éditions Animae. Donc Arnaud Rio, bien sûr, je vais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Tu es l'auteur de 18 ouvrages parus un peu partout dans le monde, dans 9 pays exactement, dont un best-seller intitulé Réveiller le chaman qui est en vous. Tu es aussi coach, conférencier et formateur depuis maintenant plus de 30 ans. Tu viens explorer les différentes dimensions de l'être humain. Tu es notamment aussi le fondateur de La Voie de l'Acte, qui propose une approche consciente de la totalité de l'être, et le président de Terre Anima. Tu tisses les liens entre la sagesse des peuples premiers et le monde moderne, où tu explores le chamanisme et le bouddhisme. Donc aujourd'hui, comme on l'a bien compris, on va parler des rituels. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un rituel et est-ce que tu peux nous partager quelle en est son origine? Ouais, c'est merci de la présentation et merci de commencer par ça, par définition. Moi, j'aime bien appeler un chat, comme ça on sait où on met les pieds, surtout depuis quelques années où on parle beaucoup de rituels, comme si on avait besoin intuitivement de se relier à quelque chose qui fait sens et donc on met un peu tout et n'importe quoi sous le terme de rituel. Autrement dit, je vais à un enterrement et puis il y a un rituel pour à ce moment-là, je fais mon setup maquillage et c'est mon rituel beauté, et je vais faire promener le chien et c'est mon rituel matinal. Et dans tout ça, il y a des rituels, il y a des rites et il y a des habitudes. Et un rituel n'est pas une habitude. Aller promener le chien tous les matins à 8 heures, ça peut me faire du bien, ça peut être une habitude, mais c'est pas un rituel. Ça devient un rituel à partir du moment où on rentre une action quotidienne ordinaire dans une dimension extraordinaire, magique, spirituelle, symbolique, etc. Donc, on a besoin de ça pour que ça devienne un rituel. Et Mmh. depuis quand ça existe? Depuis les premiers hommes, depuis le néolithique, paléolithique, on trouve déjà des traces de rituels. Les premiers rituels, sans surprise, c'était des rituels funéraires, parce que autant les premiers hommes pouvaient vivre quotidiennement à chasser le mammouth ou le bison et sans forcément avoir cette dimension spirituelle, mais au moment où il y a un des leurs qui disparaît, eh ben on est affecté déjà émotionnellement parce qu'on est triste,
triste, on a du chagrin, on ne peut pas le laisser partir comme ça, et donc on a besoin d'intégrer la mort dans une dimension plus large et donc non ordinaire, et donc ça devient un rituel. Donc les premiers rituels étaient des rituels funéraires, et visiblement sur les premières sépultures, on recouvrait les corps de fleurs, tout simple avec ce qu'on avait sous la main, mais on recouvrait les corps de fleurs, on a retrouvé des pistils et du pollen de différentes fleurs sur les premières sépultures dans le Paléolithique. Donc on avait cette conscience du rituel dès les premiers hommes. Et puis ensuite, on rajoutait dans la sépulture, éventuellement une lance ou une pierre ou un objet qui a appartenu au défunt pour lui permettre voilà, de voyager et de rentrer dans le monde de l'immortalité. Donc ça veut dire que à ce moment-là, on va rajouter une action symbolique ou poétique ou spirituelle pour connecter notre action quotidienne à une dimension plus large. Et donc, c'est ce qui fait qu'on trouve des rituels dans toutes les dimensions, dans toutes les traditions, dans toutes les religions, sur les 5 continents. Il y a toujours eu des rituels, et même si les rituels ont été depuis plusieurs siècles vraiment pas la propriété, mais l'apanage des religions. Dans toutes les religions, il y a des rituels de baptême, de naissance, de mort, de mariage, d'engagement, de prise de refuge, d'adolescence. Tout ça, c'est des rituels. Pour autant, il existe aussi des rituels laïques. Et là aussi, c'est les moments où on va sortir le quotidien. Je pense, on va commencer la création d'un bâtiment. On va poser la première pierre. On pourrait la poser par le maçon. Non, c'est pas le maçon qui va la poser, c'est le maire. Parce que le maire va poser la première pierre, ou un être qui a une influence va poser la première pierre pour donner une direction, accorder un symbole. Et puis quand le bâtiment est terminé, on coupe le ruban, Oui. comme on coupe le cordon ombilical de l'enfant pour lui donner naissance. Et là, ça devient un rituel simple, mais ça devient un rituel, comme on va, je sais pas, on va se séparer, on va boire une bouteille de champagne et une coupe de champagne, et donc on va trinquer en se regardant dans les yeux, en faisant un discours. Ça devient un rituel aussi pour donner à ce moment ordinaire une dimension extraordinaire. Ça, c'est vraiment le sens et l'intérêt des rituels. Mmh. Merci pour ces explications. Mais d'ailleurs, c'est très bien expliqué dans ton ouvrage. Je voulais aussi, justement, te partager, mais partager aussi aux auditeurs, un passage qui m'a inspirée. Tu cites cela: «Il est un support pour donner du corps à vos valeurs, à vos intentions et donner du sens à vos convictions quotidiennes». Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, parce que souvent on oppose le corps de l'esprit, et donc on va avoir des croyances, je sais pas, on va croire en Dieu, on va croire en le Bouddha, on va croire en l'amour, on va croire en peu Oui. importe, en tout, on va avoir des croyances, et puis on va avoir le corps qui lui va avoir des actions quotidiennes et qui ne va rien faire, qui ne sert à rien. Le rituel, il permet de faire le lien entre le temporel et l'éternel, donc entre le corps et l'esprit, mais aussi entre nous et les autres, et entre notre personnalité et notre âme. Donc le rituel crée du lien. Dans toutes les circonstances, on va, je sais pas, si on a un moment important à passer ensemble et qu'on veut poser une intention pour que ça se passe bien, on peut se dire, voilà, j'espère que ça va se passer bien, etc. Mais on peut intégrer ça dans une dimension invisible et allumer une bougie ou faire brûler un bâton d'encens pour enlever toutes les mauvaises intentions ou toutes les mauvaises mémoires qui nous réunissent, allumer une bougie pour inviter les esprits protecteurs à nous porter inspiration, ou simplement pour nous trouver le cap. Donc on va associer un geste ordinaire comme le fait d'allumer une bougie, brûler un bâton d'encens, ouvrir une porte ou fermer une porte, etc., à une dimension éternelle, c'est-à-dire à un symbole, pour se rapprocher ou pour se séparer, ou pour donner une intention, ou pour retrouver, ou pour donc c'est vraiment ça le rituel. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser au quotidien. Mmh. D'accord, ça fait sens et d'ailleurs, tu vois, Ouais, en parlant de la petite bougie, de ce matin, elle est allumée à côté de moi. c'est ça. Justement, ça, c'est un rituel. Par exemple, le fait de C'est un porter rituel une simple, intention. mais pour moi les rituels
plus important, c'est l'intention qui va nous amener à faire le rituel. Parce que allumer une bougie, on peut tous allumer une bougie en parlant des courses qu'on a à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Puis j'allume ma bougie. Bon, j'ai allumé la bougie. Je peux allumer la bougie parce qu'il fait un peu sombre dans la pièce et donc j'ai l'intention de mettre un peu de lumière. Ou je peux allumer la bougie pour faire une ambiance plus zen. Je peux allumer une bougie pour créer un lien entre nous et donc je demande à la bougie de créer du lien. Je peux allumer une bougie pour rendre hommage à mes guides. Et puis, je peux allumer une bougie pour rendre hommage à un guide particulier, à un ancêtre, à un grand-père disparu, ou à Marie, ou à Saint-Germain, peu importe. Et dans tous les cas, j'ai allumé une bougie, mais l'intention n'était pas la même. Et ça, c'est très important parce que quand on associe l'intention au geste, là, à ce moment-là, le rituel, il est partagé et il est plus puissant. Mais si jamais je partage le rituel, mais que je partage pas l'intention. Par exemple, si tu me dis, voilà, on va commencer l'interview, je te dis, OK, une seconde, alors attends. OK, je suis prêt pour l'interview. Ta première question, c'est qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu as sorti une coquille Saint-Jacques, tu la poses sur l'oreille, qu'est-ce que tu fais? Et si j'explique pas ce que j'ai fait avec la coquille Saint-Jacques, ça va créer un malaise entre nous. Parce que j'ai fait quelque chose qui nous concerne sans en poser l'intention. Et on n'aime pas ça, on aime bien être clair, on a besoin d'avoir de la clarté. Et là, tiens, on n'a pas compris pourquoi j'ai posé une coquille sur l'oreille. Donc, ça va créer un malaise. Si maintenant je dis, bon voilà, je vais faire en sorte d'écouter mes guides, par exemple, voilà, c'est pas un rituel, hein, ça c'est une blague, mais c'est pareil, ouais, hein, je vais faire en sorte d'écouter mes guides, je pose la coquille Saint-Jacques, et là, on va tous se connecter au fait de développer notre audition, notre ouverture. Voilà. Donc là, le rituel est partagé. Et quand un rituel est partagé, il fédère les uns et les autres. Quand un rituel n'est pas partagé, là, à ce moment-là, il crée soit des scissions, soit des sociétés secrètes. Typiquement, la franc-maçonnerie a des rituels. Quand un franc-maçon rencontre un autre franc-maçon, ils ont une façon de se saluer que personne ne va connaître et personne ne va comprendre. Et souvent, on se dit, on voit ça d'ailleurs sur les images, et on se dit pourquoi il est passé à la photo, il a fait ce mudra-là, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, ça met tout le monde en panique parce qu'on se dit, il y a une société secrète avec des symboles. On voit ça souvent quand il y a des présidents ou des princes ou des stars qui font certains mudras, certains gestes. Si nous, on n'en a pas la signification, on va se dire, il y a une société secrète, il peut y en avoir une, mais on n'en a pas les codes. Et si on n'en a pas les codes, on a peur de perdre notre pouvoir. Parce que les rituels renforcent le pouvoir. Et donc, si nous, on est en lien avec nos rituels, on peut nous-mêmes générer notre propre pouvoir. Si on est coupé de nos rituels, on est coupé de notre pouvoir. Et donc, toutes les sociétés secrètes, depuis la franc-maçonnerie, les Illuminati, ou même la Cosa Nostra, la mafia, etc., ont des rituels. Ont des rituels pour rentrer dans l'organisation. Il y a un rituel d'intronisation, il y a un rituel pour en sortir, il y a un rituel pour parrainer quelqu'un, il y a un rituel. Donc, c'est les rituels qui renforcent la force, la puissance du groupe. Et si jamais on le voit par exemple quand il y a eu les attentats et qu'on dit on va faire une minute de silence, ou on allume une bougie, ou on fait. Si tout le monde participe à ça, ça renforce notre adhésion à ça. Si maintenant, pendant la minute de silence, quelqu'un prend son téléphone pour dire c'est des conneries, tout ça, il risque la prison aujourd'hui. Puisqu'on sait qu'on a blasphémer une minute de silence, ou blasphémer un cimetière, ou blasphémer, etc., un rituel, ça peut amener quelqu'un en prison. Voilà, parce que ça fait partie de la société, on en a besoin. Donc il n'y a pas que les rituels religieux, il y a les rituels laïques, et certains sont vraiment précieux. Ils permettent de porter, de structurer toute société humaine. Merci Arnaud, mais justement, tu as répondu à la question, donc en quoi le rituel peut renforcer le collectif. Je voulais aussi revenir justement sur cette notion d'intention, lors des rituels, hein, d'ailleurs tu le cites: «La qualité du rituel dépendra de la clarté de votre cœur». Ouais. Mais il y a aussi quelque chose qui m'a un peu, interpellée, c'est ce passage où tu cites: «Rien ne ressemble plus à la magie blanche que la magie noire». Ah oui, quand on étudie le chamanisme, on va étudier les rituels obligatoirement.
Et un chaman, s'il veut faire un rituel, qu'est-ce qu'il a à disposition? Il va avoir du feu, il va avoir, un support, par exemple. Un support, ça peut être un objet appartenant à quelqu'un, il peut utiliser du miel, il peut utiliser de l'ail, il peut utiliser enfin voilà, des choses comme ça quotidiennes. Il y a pas c'est pas des voilà, une pierre, un caillou, et si j'utilise ces objets-là, c'est pour renforcer mon pouvoir ou pour guérir ou pour soigner, parce qu'on est conscient il y a un lien entre l'intention de l'esprit et la guérison. Si je prends la guérison, par exemple, aujourd'hui, on a pu établir, même scientifiquement, très objectivement, qu'il existe des liens entre les pensées et la santé. Donc, on sait que nos pensées vont agir sur notre santé. On sait aussi que donc si on veut faire un rituel, on va faire un rituel de guérison avec un chaman qui va prononcer des phrases particulières, qui va brûler de l'encens, qui va brûler de la sauge, qui va etc. Et donc ça va être un rituel de guérison. Maintenant, si je veux faire de la magie noire, je vais utiliser la même chose, c'est-à-dire je vais utiliser une flamme d'une bougie, je vais dans l'intention de rendre quelqu'un malade. Et la sorcellerie noire, hein, puisque la sorcellerie n'est pas et n'a pas toujours été noire, elle est aussi très blanche. Et dans les sorcières et les druides qui œuvraient beaucoup pour la magie blanche, mais il y a aussi voilà, des marabouts, des sorciers qui œuvrent pour la magie noire. Et donc leur but, c'est de faire du mal à quelqu'un, de le rendre malade, de rendre ses bêtes malades, même dans nos campagnes à nous, encore aujourd'hui. Alors ça se pratique moins maintenant, mais encore en Mayenne, il y a beaucoup de voilà, ou plus dans les îles, en Martinique, en Guadeloupe, où il y a vraiment beaucoup de pratiques de sorcellerie qui utilisent la magie noire, qui utilisent la magie blanche aussi, mais qui utilisent la magie noire pour porter un sort contre un fermier qui prend un peu trop de place et qui nous met en porte-à-faux, ou contre quelqu'un qui nous a embêtés parce qu'il n'a pas voulu nous marier, ou parce que il prend trop de place dans le village. Et donc, on va voir le sorcier pour faire de la magie noire. Et le sorcier plante des aiguilles dans une effigie de la personne pour peu qu'il ait récupéré une mèche de cheveux ou quelque chose. Donc, c'est aussi des rituels. C'est des rituels de magie noire. Et les rituels ressemblent énormément parce qu'on va utiliser la flamme d'une bougie, une pierre, une cuillère de miel, de l'ail, enfin des choses simples. C'est pour ça que les deux s'opposent, parce que depuis de tous les temps, la lumière et l'ombre cohabitent, et plus la lumière va être forte, moins l'ombre n'a d'impact. Donc on peut par exemple se purifier, se nettoyer, parce qu'au-delà des rituels formel, le fait de se purifier, de se nettoyer, bah, ça permet de passer à côté, de ne pas prendre sur nous toutes les intentions négatives qui pourraient être posées, pas seulement de sorcellerie, mais de gens qui nous en veulent et qui envoient des pensées dans l'univers. Et ça, on les capte de toute façon, qu'on le veuille ou non. Donc plus on est Mmh. ancré, plus on est purifié, moins on est sujet à ça. Mmh. Donc finalement, comment dire? La lumière n'existe pas sans l'obscurité? Bah oui, le soleil, voilà, il n'est pas très présent aujourd'hui, Non. mais quand même, quand le soleil est là, il fait de l'ombre, toujours. Et plus il est puissant, plus il fait de l'ombre. Et même, par moment, on peut avoir besoin d'un peu d'ombre. S'il y avait que le soleil, on cramerait. Donc on a besoin de trouver le soleil à une bonne distance. Et la lumière, moi j'ai vu ça, par exemple, même dans les sites sacrés, je pense à certains sites qui vibrent très très haut, et ça vibre tellement haut qu'on y est mal. Parce que nous, on n'est pas des saints, on est donc et donc, on a besoin de s'ajuster à une bonne fréquence. Donc, l'ombre a toujours cohabité avec la lumière. Dès qu'il y a de la lumière, il y a de l'ombre. La bonne nouvelle, c'est que la lumière est toujours plus puissante que l'ombre. Bon. Si c'est l'obscurité totale, il suffit de craquer une allumette, ça illumine la grotte ou le fin fond du précipice, parce que la lumière, cette lumière qu'on a en nous, parce on a tous en nous, il n'y a pas pour moi des êtres de lumière et des êtres d'ombre, on peut se tourner vers la lumière, voilà, moi je suis un être de lumière pour certains moustiques par exemple, je peux être un être d'ombre, parce que, voilà, même si je les tue pas, mais voilà, donc on a toujours des aspirations lumineuses et des aspirations plus sombres. Le tout, c'est d'être conscient de ça pour rendre les aspirations lumineuses le plus nombreuses et Mmh. puissantes possible. Merci Arnaud. Je voudrais aussi revenir sur ton chapitre de veiller sur sa santé. Oui. Heu, Quel est le message de la maladie justement, du point de vue chamanique?
Il n'y a pas que le chamanisme aussi qui en parle, je pense que c'est les Celtes. Oui, 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 depuis de la nuit des temps, on s'intéresse à la santé parce qu'on se demande pourquoi on tombe malade. Et en tout cas, les uns et les autres tombent d'accord sur une chose, c'est qu'on tombe pas malade par hasard. Voilà. Et quand on tombe pas malade ou on n'a pas un accident ou même on n'est pas touché par une épidémie par hasard. Et donc, pour les chamans, il y a toujours pour qu'il y ait une maladie ou pour qu'il y ait une guérison, il y a besoin d'une trinité, c'est-à-dire trois esprits. L'esprit de la personne qui est malade et qui va se soigner, l'esprit de la maladie, qui est vraiment un esprit, et l'esprit du guérisseur, qui intègre aussi l'esprit éventuellement des remèdes et des plantes. Et ces trois esprits doivent cohabiter pour œuvrer vers la guérison. Et quand on regarde, et c'est intéressant parce que dans toutes les traditions, il y a que dans les sociétés modernes qui sont comment dire, qui sont dominées par des pouvoirs pharmaceutiques, Mmh. etc. Donc des intérêts quelque part à ce qu'on tombe malade, puisque tant qu'on est malade, ça fait marcher l'industrie pharmaceutique, ça c'est une vérité universelle. Donc et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que ça existe, on a besoin d'elles, etc. Mais telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est vrai que les industries pharmaceutiques ont intérêt à ce qu'on tombe malade. Et pour autant, quand on tombe malade, on s'intéresse assez peu à la cause de notre maladie. C'est-à-dire qu'on va se dire, vous avez même un cancer du sein, eh bien, il faut faire une chimio, il faut faire des rayons, mais de savoir pourquoi on a généré un cancer du sein, là, on ne se pose pas les questions. Et pour le chaman, il aime bien comprendre, il aime bien savoir pourquoi. Et donc, on s'interroge en se disant que tous les êtres humains, tous les êtres et même tous les animaux, on a des besoins fondamentaux, besoin de manger, besoin de se nourrir, besoin d'avoir un territoire et besoin j'allais dire, de procréer, pas seulement de procréer, d'assurer une descendance. Et donc, c'est pas seulement assurer une descendance avec des enfants, mais pouvoir transmettre un enseignement, pouvoir laisser un héritage. Donc, c'est nos trois besoins fondamentaux. Et quand l'un de ces trois besoins fondamentaux est sous stress, à ce moment-là, le corps va réagir. Il va réagir en creusant un organe ou en le remplissant. Hein, si je sais pas, si tu es jeune maman, je crois. Hein, Oui, c'est ça. voilà. Bon, ben, tu es jeune maman, et puis d'un seul coup, je sais pas, pour des raisons ou pour une autre, tu es, comment dire, écarté de ton enfant parce que on va le mettre, il y a un ami qui va le garder, et puis il le garde à l'autre bout du monde, et au bout de 15 jours, tu commences à être inquiète, tu seras sûrement inquiète Ah avant. oui, là, c'est sûr. Voilà, mais prenons cette hypothèse qu'on va Oui. effacer pour pas laisser de mémoire. Mais dans cette hypothèse, tu vas être inquiète et tu peux pas allaiter ton enfant. Enfin, je sais pas si tu l'allaites, mais en tout cas, tu peux plus J'allais. l'allaiter. Et d'un seul coup, ton corps va être en stress en disant je ne peux plus allaiter mon enfant. Mmh. Et donc, prévient le cerveau. Le cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est pas réel, entre le futur et le passé. Le cerveau, il est complètement animal et instinctif. Le cerveau, notre cerveau animal, on a aussi le cerveau qui rationalise, mais le cerveau animal va tout de suite réagir en disant il y a un problème, il faut une solution. Elle peut pas allaiter son enfant, donc on va, je sais pas, élargir les canaux du sein, on va élargir la glande mammaire, on va creuser le sein ou les canaux ou remplir. Et donc, c'est ça qui peut créer une tumeur, qui peut créer un cancer, qui peut créer etc. Voilà. Je prends un exemple comme ça, pouf, pouf, j'efface, mais on pourrait trouver 1000 exemples comme ça de notre quotidien où quand on a une contrariété, parce que l'un de ces trois besoins fondamentaux n'est pas satisfait, on va mettre le corps en stress et le corps, il a besoin à ce moment-là de réagir. Voilà, il réagit spontanément et donc il produit des glandes, il produit des enzymes, voilà, en permanence, notre corps, il est. Et c'est comme ça qu'on tombe malade et c'est comme ça qu'on peut se guérir aussi. En Oui. redonnant au corps, au-delà du traitement qu'on va avoir, du traitement médical qu'on peut avoir en complément, si on n'a pas compris qu'est-ce qui nous a rendu malade, qu'est-ce qui nous a stressé, est-ce que ça, parce que pour les chamans, tout est lié. Hein, on est vraiment dans cette conscience que tout est lié. Donc, ce que la médecine chinoise ou la médecine indienne nous enseigne aussi depuis des millénaires. Donc, quelqu'un qui a de l'eczéma, par exemple, on peut mettre de la crème pour arrêter l'eczéma. Mais si on n'a pas remonté à la cause pourquoi il y a de l'eczéma, et généralement, on trouve toujours quelque chose qui
voilà, qui a trait à ça, parce que l'eczéma, c'est une brûlure de la peau, parce que voilà, le corps va réagir pour se protéger, pour pouvoir. Donc, c'est pas une maladie, c'est pas une punition, c'est le corps qui réagit à notre demande inconsciente pour se protéger. Et ça, c'est hyper important parce que si on comprend ça, on va pouvoir réinformer le corps en lui disant c'est bon, c'est OK, maintenant je suis protégé. Et donc, en permanence, le corps, on communique avec le corps communique avec nous, et des fois, la communication est un peu complexe. Le rôle du chaman, c'est d'être un intermédiaire Mmh. pour identifier comment dire, le message de la maladie, sa fonction, son importance, et ensuite pacifier l'esprit de la maladie en disant c'est OK, on a compris le message, maintenant on va s'occuper de ce sujet-là, c'est bon, tu peux lâcher le message. Mais si on n'avait pas ces messages, on mourrait, on ne ressentirait plus rien du tout. Si je reprends l'exemple de ta fille ou de ton fils dont tu es séparé, si jamais tu es séparé et que tu ne ressentirais rien, il n'y aurait pas Ouais. d'attachement possible, donc pas de lien possible. Donc on a besoin d'un attachement pour sentir. Et quand notre enfant est loin de nous, on va sentir un appel, ou dans le cœur, ou dans la peau, ou quelque chose qui peut se traduire, j'ai pris le sein, mais ça peut se traduire de plein de façons différentes. Ça peut être par la peau, ça peut être une affection de la peau, par exemple. Ça peut être, voilà, je faisais du pot à pot avec mon enfant, et puis d'un seul coup, il est plus là, et ma peau va me brûler, par exemple. Parce que, donc il y a toujours une besoin de revenir à l'origine aux causes. Et moi, je suis quelqu'un qui n'est pas pour le séparer. Donc, je ne suis pas en train de dire abandonner la médecine moderne, elle ne dit que des bêtises, Mmh. surtout pas. Je dis œuvrons ensemble. La Mmh. médecine Ouais. moderne œuvre beaucoup sur les principes de guérison médicamenteuse essentiellement, très peu sur les causes. Je fais une généralité, bien sûr, et pardon pour tous les médecins qui accompagnent avec foi pour trouver la cause et nous accompagner à trouver la cause, mais on a quand même davantage un problème, une solution. Voilà. Et en plus, compartimenté, c'est-à-dire que on a un problème de peau, on va aller voir un dermatologue, ou on va aller voir un cardiologue, c'est des problèmes de cœur, ou un gastro-entérologue, c'est des problèmes d'estomac, et ces spécialistes ne se rencontrent pas, ou peu. Donc, alors que, bien évidemment, si j'ai de la colère en moi, parce que pour des raisons, etc., le foie, ça va l'affecter, et le foie peut envoyer des indices à la peau, par exemple, qui fait que la peau va créer de l'eczéma, mais derrière ça, j'ai toujours une colère. Donc, je peux soigner avec des crèmes, donc je ne suis pas revenu. Et donc, c'est pour ça que l'esprit de la maladie, c'est quelque chose de très concret. Il y a un esprit à partir du moment où il y a de la vie. En fait, moi, plus ça va, plus je suis pragmatique avec tout ça. Et en même temps, plus je suis émerveillé par la dimension invisible. Mais il y a un esprit à partir du moment où il y a de la vie. Autrement dit, on met de l'eau et du soleil en même temps, on éclaire une mare avec un peu de soleil, la vie, elle vient de là, hein, elle vient de l'association eau-feu, hein, un peu d'eau, un peu de feu, ça met de la vie dans une mare, ça y est, il y a une cellule qui va, et puis on va avoir donc, des algues, et puis après des grenouilles, etc. Donc, dès qu'on a l'association on a la vie qui se met en mouvement, et dès qu'il y a la vie, il y a un esprit. Voilà. Et donc l'esprit qui a son entité, on peut avoir l'esprit d'une maladie, l'esprit d'une épidémie qui va être nourri, là aussi, par les peurs, par exemple. L'esprit d'une épidémie est nourri par les peurs. Qu'est-ce qui fait que lors d'une épidémie, certains, on l'a vu pour le Covid, certains sont affectés, et d'autres qui habitent à 10 mètres ne sont pas affectés. Et pourtant, celui-ci portait un masque, celui-ci n'en portait pas, celui-ci. Donc, il y a aussi, Antonin Artaud en parlait très bien, et dans le théâtre et la peste, on avait cet exemple-là. Qu'est-ce qui fait que les détrousseurs de cadavres au moment des pestes noires au Moyen Âge en France n'étaient pas affectés par la peste, alors que les bourgeois qui quittaient les villes souvent étaient les plus touchés? Parce que les uns avaient peur, les autres n'avaient pas peur. Donc on a une association, émotion, guérison, et de regarder ça avec discernement, en étant très, très pragmatique, ben, ça nous nourrit beaucoup, et ça nous permet de nous maintenir en bonne santé, c'est-à-dire de maintenir l'équilibre du beau, puisque la santé est liée à l'harmonie et au beau. Voilà. Donc, Mmh. on va entretenir le beau et l'harmonie partout en nous et autour de nous.
Merci pour ces belles paroles en tout cas, à mettre en pratique aussi Ouais, et à pas se laisser happer par la peur justement. D'où l'intérêt aussi, de l'éveil des consciences, tu bien vois? sûr. De s'inspirer et puis de choses, positives et surtout de choses qui ont du sens aussi. Alors, un grand sujet, tu parles, d'amour, hein, et tu cites Ouais. cela: «L'amour se nourrit du sentiment de gratitude. Mmh. Notre cœur s'ouvre lorsque nous sommes conscients de tout ce que la vie nous offre». D'ailleurs, tu expliques que pendant longtemps aussi, tu as été un peu confus sur le sujet et ça m'a Ouais. aussi éclairé d'ailleurs sur le sujet. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah oui, parce que s'il y a un thème qui nous tient tellement à cœur à tous, c'est l'amour et souvent on limite ça en se disant: «Moi je veux rencontrer l'amour», autrement dit, je veux que quelqu'un m'aime. Hein, et puis moins je m'aime, plus je vais chercher quelqu'un qui va m'aimer. Et l'amour, souvent on se pose la question, qu'est-ce qui est le plus beau? Est-ce que c'est d'aimer ou est-ce que c'est d'être aimé? Et en fait, l'amour, c'est un état intérieur qui peut ne pas être dépendant des circonstances extérieures. On peut se sentir Mmh. complètement amoureux en étant célibataire et on peut se sentir très aigri et pas aimé en étant en couple, par exemple. Mmh Donc mh. l'amour, c'est avant tout un état. C'est un état d'amour. C'est un état qui passe par la paix. Tant qu'on est en conflit parce qu'on en veut, parce qu'on ne veut pas pardonner, parce qu'on a de la, de l'amertume ou quelque chose comme ça, on n'est pas dans un état d'amour. Même si on a avec un compagnon qui nous dit mais si t'es belle, etc. Mmh. On n'est pas dans cet état d'amour. On va pas croire ce qu'il va nous dire même. Hein, donc on a besoin nous déjà d'établir la paix. Et on établit la paix notamment par le pardon, parce que tant qu'on en veut à lui, à elle, aux hommes, aux femmes, à nos parents, à nos anciens, on est dans ce sentiment d'amertume où, comme on en veut, on attend que l'autre vienne réparer et on n'est pas et donc il y a quelque chose qui est dans une attente et on ne peut pas goûter l'amour à ce moment-là. Ce qui nourrit le plus l'amour, c'est le sentiment de gratitude. Parce que quand on reçoit, ça veut dire qu'on est libéré de nos blessures fondamentales. Lise Bourbeau en parle très bien de ces 5 blessures fondamentales, le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation, qui sont les blessures fondamentales dont on fait tous l'expérience dans notre enfance. Mais tant qu'on rapporte ces blessures fondamentales et qu'on les garde avec nous en se disant de toute façon Mmh. c'est pas juste, hein, c'est-à-dire que moi j'ai tout fait pour lui et Mmh lui, mh. il n'a rien fait pour moi. Donc on a un sentiment d'inégalité ou d'injustice, ou un sentiment, dès que notre copain va boire un verre avec une autre, un sentiment de rejet ou d'abandon, il m'a abandonné, ou il m'a trahi parce qu'il est allé dîner avec ma copine alors que, etc. Donc ces sentiments-là, on a besoin de les pacifier. Et quand on est en paix avec ça, on peut se laisser toucher par l'autre. Et donc, on est en paix, et qu'est-ce que ça va nourrir? Ça va nourrir la gratitude. Et la gratitude de 1000 choses, de se réveiller le matin en se disant, voilà, déjà je me suis réveillé ce matin. Mmh mh. Il y a un jour où je me réveillerai plus, hein, parce Mmh. que il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui ne se sont pas réveillés. Mmh. Pourtant, ils ont fait leur to-do list hier, et puis ce matin, ils se sont pas réveillés. Ils sont morts Mmh. d'un arrêt cardiaque. Il y en a, voilà, plusieurs milliers dans le monde. On peut se lever tout seul. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont besoin d'une aide-soignante pour les aider à aller à la toilette, etc. Donc, on peut être en gratitude de réussir déjà à se relever et puis à se lever tout seul. Mmh. Ensuite, on peut aller, pour l'essentiel de nos auditeurs, je crois, on peut aller prendre une douche et on a de l'eau dans le robinet. Mmh. Donc déjà, on fait partie des 13% d'êtres privilégiés sur la planète. Rien simplement avec ça. Ensuite, on peut ouvrir en se disant, on a de la chance d'avoir quelque chose dans le frigidaire. Hein, mais en plus, on a un frigidaire et en plus, on a l'électricité. Hein, il y a 1,5 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, etc. Et puis, il y en a d'autres à Gaza, en Ukraine ou ailleurs, qui se réveillent le matin en se disant, putain, j'espère que je vais tenir jusqu'à ce soir, en tenant dans leurs bras des enfants morts qui se sont, etc. Donc, il y a tellement de zones de conflit dans le monde, ou de zones de dictature, ou de zones de guerre, qu'on est, nous, on a cette chance déjà d'être dans un pays en paix, d'être en bonne santé relative, d'avoir la possibilité. Aujourd'hui, on fait un podcast pour parler de l'éveil des consciences. Mais il y a certains pays dans le monde, en Corée ou en Chine, où là, la police aurait déjà frappé depuis longtemps, on serait déjà dans une Bien cellule. sûr. Mmh. Voilà.
de ça, on peut déjà être en gratitude. Et puis ensuite, de pouvoir sortir et puis de voir que voilà, qu'il y a on peut sortir et qu'il y a le paysage qui nous émerveille et qu'il y a mille raisons ensuite de s'émerveiller. Et plus on s'émerveille, plus notre cœur s'ouvre, plus on attire à nous les circonstances favorables. Longtemps, j'ai cru que c'est les circonstances favorables qui ouvraient le cœur. Et puis un jour, j'ai vraiment compris, enfin ça a pris du temps, de réaliser que c'est parce que le cœur est ouvert qu'on On devient attire plus à nous. magnétique, on devient Mmh. plus. Donc, et en plus, c'est scientifiquement prouvé, le rayonnement électromagnétique du cœur, il est beaucoup plus important que celui du cerveau. Donc, on attire à nous des circonstances favorables. Et c'est naturel. Donc, les gens font plus attention à nous, on a des plus belles relations amoureuses, amicales, sociales, avec nos parents, nos enfants. Et donc, on est dans cet état d'amour. Moi, j'ai pas trouvé de plus belle définition de l'amour. Aimer, c'est permettre à l'autre d'être pleinement qui il est. Et donc, pas chercher à le changer, pas chercher à le transformer, l'aimer pour ce qu'il est, l'accueillir pour ce qu'il est. Mais pour ça, on a besoin, nous, d'être en paix de nos blessures fondamentales et voilà. Et quand on est en paix avec ces blessures fondamentales, à ce moment-là, il y a quelque chose de magnifique qui se met en place. Mmh. Mais c'est formidable parce que c'est vrai que même dans ton livre, tu parles aussi des rituels, tout Ouais, simplement le matin, avoir un petit journal de bord, ou alors, le soir avant d'aller se coucher, remercier, c'est ce que tu dis, remercier pour cette journée, remercier d'avoir pu manger à notre faim, ouais, remercier d'être en vie, remercier d'avoir nos proches autour de nous, d'avoir un toit et c'est vrai que bien souvent, on est un peu happé par notre mental et bien conditionné et en fait, on s'émerveille plus des c'est ça. choses simples de la vie. C'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que, oui, les rituels nous aident. Rituel de gratitude le matin, moi, il se passe pas un matin sans que je revienne à un rituel de gratitude ou à un rituel du don ou à un rituel de voilà, qui sont des rituels simples. Moi, je plutôt que de donner le mode d'emploi, j'ai préféré dans ce livre, montrer un état d'esprit. Parce que le rituel, il nous relie au monde visible, au monde invisible. Et donc, on peut créer nos propres rituels. Il y a des, comment dire, il y a des tablatures, enfin une partition, et on peut inventer nos propres rituels. Mmh. Merci beaucoup Arnaud. Alors un dernier petit mot, de la fin. Est-ce que tu pourrais nous parler de la Pachamama justement, de notre relation à la terre? Qu'est-ce que tu voudrais, partager aux auditeurs et aux auditrices, à ce sujet? Bah, se rappeler, peut-être des fois on est un peu coupé de la terre parce que alors, surtout quand on est en ville, quand on est au 6e étage d'un appartement, quand on est et cetera, ça nous semble la Pachamama, ça semble quelque chose d'un peu abstrait. Mais la Pachamama, c'est la terre, ni plus ni moins et on l'appelle la terre maman parce qu'elle donne la vie. Et il suffit de simplement l'observer pour réaliser que c'est pas un délire ésotérique, c'est une réalité biologique, quoi. On prend une poignée de graines, au printemps, on la met dans la terre et sans ne rien faire, c'est-à-dire simplement avec la présence du soleil et puis un peu d'eau, chaque graine va se transformer en un potimarron, en un pommier, un abricotier, dont chaque fruit va donner des milliers de graines qui vont donner des tonnes de fruits. Donc quand on regarde ça, on se dit, ah ouais, quand je plante les graines, j'adore faire mes semis au printemps, dès le mois de mars, je suis sur le coup, et je vois comment des graines qui ont la taille d'un quart de tête d'épingle vont donner des kilos de fruits parce que la terre nous donne, et Mmh. ça nous relie à la magie. Et nous-mêmes, au tout début de notre naissance, je me souviens quand j'ai été papa et que je méditais sur ce processus, enfin que tu as suivi toi récemment, Oui, puisque tu es jeune maman, de se dire c'est quand même incroyable bah, quoi, de oui. voir qu'une graine de la taille d'un micron va donner, donner une cellule qui va être divisée en 2, 4, 16, 38, etc. Puis à un moment donné, et quel est le premier organe qui se crée? Mmh. On ne le dit pas assez, c'est le cœur. Le premier organe qui se crée, c'est le cœur. C'est pas le cerveau, c'est le cœur. Première cellule crée le cœur et le cœur va donner du battement à l'ensemble du corps et le fœtus, il commence par un cœur. Et
c'est pas pour rien, quoi. C'est vraiment, donc c'est le cœur qui est à la naissance de tout. Et ça, c'est ouais, c'est le miracle de la vie. En Mmh. fait, aujourd'hui, j'explore le chamanisme, mais je crois que si j'avais exploré la biologie, j'aurais la même fascination, avec l'invisible parce qu'on bien sûr, les biologistes peuvent expliquer un peu plus factuellement tout ce qui se passe dans la nature, mais justement, quand on observe ça, on ne peut que tirer notre révérence en se disant, mais oui, la magie est partout et rendons-lui hommage. Et quand on rend hommage à cette magie, on retrouve le sens de notre vie, et je crois que c'est tellement ce qui nous manque aujourd'hui dans cette société tellement matérialiste, on en perd le sens, et c'est pour ça qu'on a tellement besoin des rituels. Mmh. Merci beaucoup Arnaud, vraiment merci infiniment pour ton partage. J'invite tous les auditeurs et les auditrices, bien sûr, à lire ton ouvrage qui est disponible dans toutes les librairies. Alors n'hésitez pas à les commander dans les librairies indépendantes. J'aime bien aussi soutenir les Oui, libraires oui, oui, indépendants tout à fait. des villages et des villes. Donc voici la couverture. Et puis, bien sûr, il est aussi disponible sur Internet, en ligne. Enfin, je mettrai aussi ton site internet et puis, toutes les informations, si toutefois il y a des auditeurs et des auditrices, qui seraient intéressés par tes stages, tes conférences ou pour savoir aussi, tes nouvelles créations puisque tu es quand même un créateur et que tu as Oui, encore écrit un nouvel ouvrage. c'est ça. Donc, je te remercie beaucoup et puis, beh, j'ai hâte de te revoir. Avec Arnaud, plaisir. passez une excellente journée. À Bonne bientôt. journée à tous.